Merci Dominique, merci Marie-Pia. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Justine, bonsoir tout le monde. Alors Mathieu Souquier est consultant et ancien conseiller ministériel. Il est également expert associé auprès de la Fondation Jean Jaurès. Alors s'il est là, c'est pour ce livre qui s'appelle 2022, La flambée populiste. Mathieu, vous avez écrit ce livre donc publié chez Plomb avec Damien Fleureau. Et Damien Fleureau, lui, il est journaliste. Et il est passé par des chaînes télé que vous connaissez peut-être, qui s'appellent BFM TV, CNews ou TF1 LCI. Avec l'élection en ligne de mire, ce livre nous invite à explorer cette flambée populiste. Alors, qu'est-ce que le populisme? D'abord, comment on le définit? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il est si présent en France ou finalement c'est juste une histoire qu'on se raconte? Est-ce que en fait être contre, être anti tout, c'est pas une mode? Est-ce autour de la France de basculer vers le populisme? Alors on est ensemble jusqu'à 20h30. On va échanger avec Mathieu un petit peu et puis bien sûr après on vous donnera la parole pour pouvoir lui poser des questions. Et puis si vous en voulez encore, eh ben, ce livre il est aussi disponible juste ici grâce à la librairie Garin. Et du coup Mathieu se fera un plaisir, je pense, de vous écrire un petit mot dessus. Bon Mathieu, alors c'est à vous. Mathieu, d'abord, ma première question, c'est pourquoi vous avez écrit ce livre avec Damien Fleureau? Alors, bonsoir tout le monde. Je suis effectivement très content de venir à Chambéry ce soir. Je suis toujours content de quitter Paris, même pour quelques heures. Il se trouve que, honte à moi, je n'étais jamais venu jusqu'à Chambéry. Donc je suis descendu pour la première fois à la gare de Chambéry. Je vais peu découvrir la ville puisque je vais repartir très tôt demain matin. Donc je n'aurai pas vu grand-chose, mais j'aurais vu quand même déjà ce magnifique lieu. Et je suis ravi de vous voir. Le livre est sorti au mois de septembre. Donc il y a déjà 5 mois en réalité. Ça fait déjà un moment. Et un livre qu'on sort au mois de septembre, ça veut dire qu'on le rend à son éditeur en mai ou en juin. Donc c'est un livre qu'effectivement on a écrit, en réalité on a terminé d'écrire au printemps dernier. Alors on a fait un peu de promo forcément, même pas mal de promo depuis qu'il est sorti, mais assez peu de conférences évidemment parce que Covid oblige, il y a cette fameuse pandémie. J'ai fait pas mal de conférences mais en visio et très peu en physique. C'est la deuxième en réalité qu'en 5 mois j'ai faite. Donc je suis très content d'être face à des vrais gens, même si malheureusement vous êtes masqués et que donc une partie de vos visages nous est cachée. C'est quand même très agréable en fait de venir causer avec des vrais gens, y compris donc pour faire la promotion d'un bouquin. Alors pourquoi ce livre? Une première réponse toute personnelle, pas du tout politique, etc. Parce que j'ai écrit en fait beaucoup de livres dans ma vie, mais c'est le premier que je signe. Parce qu'une partie de mon activité professionnelle pendant, ça fait 20 ans en fait. Le premier livre que j'ai sorti, c'était il y a 20 ans, mais c'était pour quelqu'un d'autre que moi. Je suis plume ou nègre, comme on dit, et j'en ai écrit un paquet de livres pour les autres, alors des politiques, des intellos, des patrons, des personnalités de la société civile, certains très connus. Voilà. Donc j'en ai fait plein. Et puis là, pour une fois, au bout de 20 ans, je me suis dit, mais tiens, si j'en écrivais un, moi, tout seul, avec mon nom sur la couverture. C'est un éditeur qui m'a donné l'idée, parce que c'est vrai que j'avais tellement intégré que moi, j'étais en back-office, que j'étais en coulisses, que j'aidais les autres, en fait, à formuler leurs pensées, que je m'étais jamais dit que je pouvais le faire. Et puis bon, parfois, quand même, j'écris des notes, j'écris des rapports, je faisais des choses qui étaient publiques. Donc là, en fait, prolonger avec un bouquin, c'était pas totalement absurde. Mais alors pourquoi ce thème-là, évidemment? Alors parce que la politique est mon secteur d'activité depuis longtemps, et parce qu'il m'apparaissait qu'en observant ce qui se passait dans le pays, nous avions un certain nombre de questions à nous poser, et peut-être même un certain nombre de craintes à avoir. Alors évidemment, le premier déclic, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'élection de Trump, dont tout le monde a considéré en 2016 qu'elle était une anomalie, qu'elle était une forme d'accident démocratique. Et puis on a vu que 4 ans après, même si Donald Trump était en fait battu, il était battu de justesse et que son socle, à lui, s'était renforcé. Donc ce qu'on avait imaginé être un truc totalement absurde, baroque et unique, a failli se reproduire 4 ans après. Et alors, on pourra revenir sur, évidemment, la définition du populisme et savoir si Trump est un populiste, mais ça fait assez peu de doute. Je voyais qu'aux États-Unis, le populisme, à travers la presque réélection de Trump, s'était très profondément enraciné dans l'opinion américaine. Mais j'observais, encore une fois, en étant pour le compte de la Fondation Jean Jaurès, notamment un rédacteur de notes, de tribunes ou de rapports réguliers, j'observais, en prenant le pouls de l'opinion française, qu'il y avait des choses qui, chez nous aussi, étaient inquiétantes. Alors inquiétante, c'est un jugement de valeur, on pourra y revenir. Effectivement, je ne considère pas que le populisme est une étiquette neutre. Il pouvait y avoir des choses assez inquiétantes. Que déjà en 2017, ceux qui se revendiquaient quasiment du populisme, c'est-à-dire en fait Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, leurs scores additionnés au premier tour
n'était pas très loin de faire une majorité. En tout cas, qu'en 2017, déjà, il s'était passé quelque chose. Qu'à certains égards, Emmanuel Macron, qui avait terminé en tête du premier tour et puis s'était fait élire ensuite, avait joué avec certains ressorts populistes. On y reviendra. Et que donc déjà en 2017, le vent populiste soufflait assez fort dans notre pays. Et puis qu'à la faveur d'un certain nombre d'événements qu'on a connus au cours du quinquennat, en particulier le mouvement des Gilets jaunes, et puis ensuite la pandémie, et la façon dont l'opinion a réagi à cette pandémie, il nous semblait que le populisme continuait de prospérer. Donc à travers l'examen d'un certain nombre d'indicateurs qui permettent de prendre le pouls de l'opinion française, on s'est demandé où on en était 5 ans après. Alors juste un mot sur la définition du populisme, parce qu'effectivement c'est un terme valise, c'est un terme qu'on entend matin, midi et soir désormais, et qui entretient en fait une grande confusion. On n'a pas choisi le terme de populisme par hasard. Il se trouve que moi je ne suis pas historien, mais je suis historien de formation. J'essaye d'être assez rigoureux effectivement sur l'emploi des termes. Désormais, le populisme, on l'emploie à tort et à travers, et en général pour disqualifier celui qu'on affuble d'une étiquette de populiste. Et je dirais même que le président Macron aujourd'hui joue le match des progressistes, il y aurait à définir ce qu'est le progressisme, mais des progressistes contre les populistes. Et donc toute personne qui ne serait pas progressiste serait renvoyée à son état de populiste. Voilà. Et donc populiste est devenu l'insulte la plus tendance du moment. Non, c'est pas parce qu'on emploie tout le temps le mot de populiste qu'il renvoie en général, qu'il renvoie rigoureusement à chaque fois à une réalité un peu sérieuse. Bien souvent, on l'emploie à la place d'extrême droite. On peut être un populiste d'extrême droite, mais encore une fois, l'extrême droite et le populisme, c'est pas la même chose. Donc, une définition extrêmement sommaire, qui est en fait celle qu'on retient en histoire, celle qui est retenue par les historiens. Le populisme, c'est quoi? C'est une vision clivée du monde, clivée et clivante de la société, qui oppose deux groupes, le peuple d'un côté et les élites de l'autre. Et en considérant que ces deux groupes sont et homogènes, et antagonique, et peut-être même irréconciliable, qu'il y a une opposition fondamentale entre le peuple et les élites. Des élites qu'on dénonce pour leur immoralité, pour leur incompétence, avec une faillite des élites et une trahison des élites. Et en face, le bon peuple, dont le pouvoir serait capté par ces élites, dont le seul enjeu pour elles-mêmes est de rester au pouvoir, de préserver leur pouvoir. Et donc, bien souvent, quand on parle de populisme, on contourne l'idée du clivage gauche-droite. Or, en réalité, le populisme n'étouffe pas le clivage gauche-droite, car il y a un populisme de gauche et il y a un populisme de droite. Si le populisme, c'est la dénonciation des élites, les populistes de gauche dénoncent plus volontiers les élites économiques, qu'elles appellent l'oligarchie, et les populistes d'extrême droite dénoncent l'établissement ou l'establishment, c'était déjà les termes qu'utilisait Jean-Marie Le Pen quand il a créé le Front National, l'establishment pour dénoncer les élites politiques. Et les populistes de gauche et les populistes de droite se rejoignent dans une même détestation des élites médiatiques qu'elles considèrent être au service des autres élites. Voilà. Entre les élites politiques, les élites économiques et les élites médiatiques, il y a un système qui se soude, qui se serre les coudes, qui protège ses propres intérêts. Et donc le discours populiste, c'est la dénonciation de ce système. Mathieu, c'est quoi le champ lexical du populisme? En fait, à quoi on entend que c'est du populisme ou que ce n'en est pas? Alors, comme je le disais, déjà quand on parle d'oligarchie, ça mériterait de définir ce que c'est que l'oligarchie. On entend qu'il y a un système économique avec des gens qui, encore une fois, ont exactement les mêmes intérêts, qu'ils préservent coûte que coûte. Et puis, le terme d'establishment, ça, pour le coup, ça relève de la sémantique populiste. Mais quand vous entendez des slogans du type « tous pourris »,« tous nuls »,« tous les mêmes », ça, typiquement, c'est du populisme. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, encore une fois, des gens qui soient pourris en politique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui sont cupides dans le monde des affaires, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des médias qui sont aux ordres ou des journalistes qui ne seraient pas indépendants, mais encore une fois, quand vous passez d'une critique des politiques, une critique des gouvernants et des politiques publiques qu'ils mettent en œuvre, quand vous passez de cette critique-là, qui est non seulement fondée, mais qui est le fondement de la démocratie, quand vous passez de cette critique à la dénonciation du système, et que vous ripez ensuite même vers la détestation de ceux qui l'incarnent, là, vous savez que vous êtes effectivement sur un toboggan populiste. Comment on sait si on est populiste? Est-ce que moi, je suis populiste? Comment je le sais? Est-ce que je suis plus populiste qu'un autre? Est-ce que dans mon discours... Comment on sait ça?
Alors, on est tous un peu populistes, et encore une fois, on a le droit on a le droit de l'être quand même. On a le droit de s'énerver, en fait, face à ceux qui nous gouvernent, qu'on entend à la télé, qui ne sont pas toujours de qualité. Alors, encore une fois, dans le populisme, il y a un petit, enfin, il y a plus qu'un petit relent décliniste. Il y a l'idée que ceux qui nous gouvernent faillissent, sont nuls. Que, encore une fois, tous nos maux viennent de leur nullité. Or, en réalité, le populisme a toujours existé. Ce discours-là a toujours existé. Je dirais même que le populisme est aussi vieux que la démocratie. Alors, à l'époque de la démocratie athénienne, on ne parlait pas de populiste, on parlait de démagogue. Mais le populisme existe depuis que la démocratie existe. On peut même dire que l'antiparlementarisme existe depuis que le parlementarisme existe. Donc, voilà. Donc, tout ça, ça existe depuis longtemps et ça existe dans tous les pays. Alors, pourquoi est-ce que... Aujourd'hui, évidemment, on peut s'énerver en se disant qu'on est un peu tous populistes. Parce que tout ne va pas bien. Et que tout n'allant pas bien, il est très facile, évidemment, de considérer que ceux qui prennent les décisions, alors ceux qui ont du pouvoir politique et du pouvoir économique, prennent de mauvaises décisions. Un indicateur de populisme, l'indicateur suprême du populisme aujourd'hui, celui que je mets toujours en avant pour précisément illustrer en fait l'état d'esprit dans lequel on se situe, quel est le climat psychologique collectif. L'indicateur de populisme suprême, c'est un chiffre. 90% des Français aujourd'hui pensent que nos gouvernants prennent de mauvaises décisions. 88% pour être précis. C'est un sondage qui date de l'année dernière, mais encore une fois, la Fondation Jean Jaurès a des études au long cours. On observe qu'en longue durée, et donc malheureusement cette tendance s'est accentuée, 88% des Français pensent que nos gouvernants prennent de mauvaises décisions. Mais le populisme, ça va au-delà. Un tiers de ceux-là pensent que c'est de façon délibérée, que c'est volontaire, que non seulement nos gouvernants prennent de mauvaises décisions, mais qu'ils le font exprès. Qu'ils le font exprès pour préserver leurs intérêts au détriment de ceux du peuple. Donc je vous parlais d'une faillite des élites. Oui, dans le discours populiste, il y a la conviction que nos élites ont failli, mais là, il y a plus que la faillite, encore une fois, il y a la trahison. Donc on peut tous se dire à un moment ou à un autre, ils nous emmerdent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils racontent, ils font n'importe quoi. Ce n'est pas pour ça qu'on sombre dans le populisme. Mais il faut quand même se surveiller. Quand encore une fois, on imagine que tous les maux de notre époque, alors heureusement, notre époque n'est pas faite que de mots. Elle est aussi, mot M-A-U-X, elle est aussi faite de succès, elle est aussi faite de réussite, elle est aussi faite de joie, elle est aussi faite de choses qui vont bien. Et même, on peut se le dire, en France, chez nous aujourd'hui, ça va plutôt pas si mal que ça. Mais quand on se dit que ça va mal, qu'il y a des difficultés, et quand encore une fois, la seule explication qu'on donne aux difficultés qui sont les nôtres, c'est la faillite ou la trahison des élites, là oui, effectivement, encore une fois, pour vous répondre, on prend un toboggan populiste. Je vais citer une partie de votre bouquin. Vous dites « Le déclinisme s'enracine, le complotisme se répand, la défiance institutionnelle et interpersonnelle se renforce, l'attachement à la démocratie s'effrite, la demande d'autorité de recours à un chef s'envole, la peine de mort connaît un regain de popularité sans égal et le sentiment grandissant de ne plus être chez soi nourrit le rejet des migrants d'aujourd'hui et des descendants de ceux d'hier. » Donc du coup, la France va super mal, c'est vrai, ce sentiment ? Alors ça, effectivement, ça fait partie des indicateurs qu'on a beaucoup examinés. Le populisme existe aux États-Unis, il existe en Angleterre, il a même gouverné en Italie. Enfin, encore une fois, le populisme aujourd'hui prospère à peu près partout. Vous avez un tiers des députés européens au Parlement de Strasbourg qui émargent sur les rangs de partis qui acceptent quasiment eux-mêmes de se qualifier de populisme. Donc encore une fois, le populisme, ça a existé hier et ça existe ailleurs. Mais ce qui est vrai, c'est que, encore une fois, en prenant le pouls de l'opinion française, on observe un certain nombre de dérives. Et un certain nombre de dérives qui se sont encore accentuées au cours des 5 dernières années. Sur la défiance, on parle souvent de la France qui est une société de défiance généralisée. Et c'est vrai que nous sommes les champions du monde de la défiance, les champions du monde du pessimisme. Pourquoi ? Parce qu'en France, nous conjuguons 2 niveaux de défiance. On parle d'une défiance interpersonnelle ou horizontale, c'est-à-dire que la défiance qu'on alimente les uns vis-à-vis des autres. C'est le patron voyou, c'est le syndicaliste fainéant, c'est le fonctionnaire effectivement parasite, c'est le migrant parasite. Dans nos représentations collectives, nous avons parfois des images, et nous avons même souvent des images négatives les uns des autres. Et même encore une fois, dans la confiance interpersonnelle, entre voisins, au sein des familles, etc., dans les comparaisons internationales, la France est le pays de la défiance interpersonnelle. S'y ajoute à cette défiance interpersonnelle, à cette défiance horizontale, une défiance qu'on qualifie d'institutionnelle,
de vertical vis-à-vis de nos représentants. Et là aussi, nous sommes les champions du monde. Nous considérons que nos élites, nos gouvernants, sont bien plus défaillants qu'ailleurs. Je ne suis pas sûr pour autant que nos gouvernants soient plus nuls que ceux qu'on a dans les pays étrangers, que ceux que nos voisins ont. Mais nous, on est persuadés que les nôtres sont plus nuls qu'ailleurs. Plus nuls qu'ailleurs. C'est ce qui fait que, par exemple, en gestion de la pandémie, le président Macron bénéficie d'une cote de satisfaction supérieure à ses prédécesseurs en France, mais très inférieure à ceux de ses homologues qui géraient la même pandémie au même moment ailleurs. La cote de popularité d'Emmanuel Macron était inférieure à celle de Donald Trump. Ça paraît assez lunaire, parce qu'on peut dire que Donald Trump se soit illustré par une gestion particulièrement brillante de la crise. Mais le peuple américain faisait davantage confiance à Donald Trump que nous, à Emmanuel Macron. Idem chez les Anglais avec Johnson, qui au début n'a pas non plus spécialement bien géré la crise sanitaire. Je ne dis pas qu'il a fait pire que les autres, je ne porte même pas de jugement de valeur. Mais en tout état de cause, nous sommes beaucoup plus sévères. Donc il y a un niveau de défiance qui est généralisé et qui n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. Ça a continué d'augmenter pendant ces 5 dernières années. Et la deuxième dimension sur laquelle j'insiste, c'est effectivement le déclinisme. Puisque dans le passage que citait Justine, on en parle de ce déclinisme. L'opinion française est décliniste comme aucune autre opinion occidentale dans les pays développés. Nous sommes persuadés que la France va mal et qu'elle va de plus en plus mal. Alors il y a même un paradoxe. Quand vous demandez aux Français s'ils vont bien eux-mêmes, ils disent oui, je vais bien. Ouais, ils sont plutôt confiants. On parle de bonheur privé. Mais on parle aussi de malheur public parce qu'ils sont par ailleurs persuadés que la France va mal et que la France va de plus en plus mal. Et pire que ça, vous avez entre 75 et 80% des Français qui pensent que la France est en déclin, mais un tiers d'entre eux pensent que ce déclin est irréversible. Un petit tiers, pour être précis, c'est 27%. 27% des Français pensent que ce déclin est irréversible. C'est-à-dire que la France n'est pas seulement en déclin, elle est effectivement au bord du chaos, voire même au bord de l'effondrement. Le déclinisme qui est le nôtre, d'une certaine façon, confine au nihilisme. Donc il y a une part de désespoir, il y a une part de désespérance, il y a une part même de colère face à des décisions qui sont prises et qui laissent à penser qu'elles nous mènent dans le gouffre. Et donc évidemment, ce déclinisme nihiliste-là génère non seulement de la colère, mais parfois de la violence. On l'a encore vu très récemment avec des permanences d'élus ou des agressions même sur les personnes. La racine du populisme, c'est quoi? Donc c'est la peur? C'est la colère? Alors, la racine du populisme, je vais revenir sur les émotions, mais la racine du populisme, c'est en particulier, c'est même surtout, à l'aune de ce que je vous disais à l'instant, l'écart entre la réalité et la représentation qu'on en a. Un célèbre démographe, peut-être même notre plus célèbre démographe, s'appelle Hervé Lebras, a sorti un livre il y a 1 an et demi ou 2 ans qui s'appelle « Se sentir mal dans une France qui va bien ». C'est-à-dire qu'il prend tous les indicateurs qui permettent d'évaluer l'état de l'économie, de la société française, etc. Il les compare dans le temps, il compare la France d'aujourd'hui avec la France d'il y a un demi-siècle, et puis il les compare dans l'espace. Il compare la France avec un certain nombre d'autres pays. Bon, et alors, on peut toujours dire qu'il fait dire ce qu'il veut aux chiffres, mais enfin, sa conclusion est qu'on vit mieux en France aujourd'hui qu'il y a un demi-siècle ou il y a un siècle, et qu'on vit évidemment mieux en France aujourd'hui que dans beaucoup d'autres pays ailleurs. Nous sommes la 7e puissance économique mondiale. Nous avons un système de protection sociale ultra solidaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pauvreté. Ça ne veut pas dire même que la pauvreté n'augmente pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'inégalité. Mais si on se compare, nous sommes une économie puissante. Nous avons un modèle social qui se fonde sur la solidarité. Et on a par ailleurs un modèle culturel qui fait plutôt envie, au point même que nous sommes la première destination touristique mondiale. Voilà. Donc les gens, globalement dans le monde, pensent que la France, c'est un beau pays. C'est un beau pays. C'est un beau pays où on vit bien. Les seuls qui pensent le contraire, ce sont précisément les Français. Précisément les Français. Quand on commence à dire tous pourris, contre, anti, etc., c'est bien que... on a la trouille de quelque chose, on a la trouille de l'avenir. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi la... Alors, la peur joue, mais ceux qui font des sciences politiques se sont beaucoup intéressés à l'impact des humeurs collectives, en particulier sur le vote. Il y a eu des périodes dans l'histoire où la peur a été le sentiment dominant. C'est même quelque chose qu'on a vécu en fait très récemment avec la pandémie. Vous regardez en fait en 2020, le sentiment qui a dominé dans l'opinion française, précisément au printemps 2020 quand on a confiné, c'était la peur.
C'était la peur. De mémoire, les 2/3 des Français ont eu peur pour leurs proches ou pour leur vie à eux. Et alors évidemment, alors même que la peur n'était pas un sentiment très présent quelques mois avant, ce sentiment est monté très haut, très vite, et c'est ce qui a permis qu'en réalité, nous acceptions de nous confiner. Et nous acceptions pendant quelques semaines d'être amputés d'un certain nombre de nos libertés fondamentales. On n'aurait jamais imaginé s'en passer, et puis du jour au lendemain, on l'a accepté, en particulier parce que la peur était un moteur. Donc la peur peut être d'une certaine façon un moteur positif, parce que là, c'est la peur qui nous a permis d'être solidaires les uns vis-à-vis des autres et d'accepter une décision pas facile à prendre au niveau des pouvoirs publics. Voilà. Mais quand on regarde, la peur, sa traduction électorale en général, elle favorise les votes conservateurs. Voilà. Quand une opinion a peur, elle vote, pour le dire rapidement, pour la droite. Voilà. Donc la peur, ça ne fait pas nécessairement le jeu du populisme. Il y a un autre sentiment collectif qui, en général, produit bien davantage un vote contestataire, c'est la colère. C'est la colère. Là, pour le coup, en général, les populistes surfent sur la colère. On l'a vu d'ailleurs au moment de la dernière élection présidentielle, les deux candidats qui captaient le plus volontiers la colère populaire, c'était Jean-Luc Mélenchon et c'était Marine Le Pen. Donc il y a une corrélation entre la colère et le vote protestataire qui bien souvent s'incarne aujourd'hui dans un vote populiste. Il y a un autre sentiment qui joue aussi beaucoup, c'est ce qu'on appelle le ressentiment. Le ressentiment, c'est donc très lié à ce que je vous disais sur la confiance, ou plus exactement la défiance interpersonnelle. Le ressentiment, c'est la certitude qu'on n'a pas ce qu'on mérite soi-même, mais que par ailleurs, son voisin a ce qu'il ne mérite pas. Et du coup, ça suscite une forme de jalousie sociale. C'est ce qui fait qu'on considère, pardon, mais c'est tarte à la crème, mais dans nos représentations collectives, ça pèse lourd, ça fait qu'on considère que, par exemple, le fonctionnaire est un parasite, que, par exemple, le migrant est une menace, et ainsi de suite. Donc ça, pour le coup, on peut se dire que même si la peur n'est pas le sentiment dominant dans un climat populiste, c'est plutôt la colère, il peut y avoir un alliage de peur, de colère et de ressentiment qui alimente comme ça un climat populiste. Un dernier mot sur la colère et la protestation. Une réflexion. La colère populaire, elle est désormais totalement légitimée. Vous pourrez faire l'expérience, c'est particulièrement vrai en période de campagne électorale. Vous allumez votre télé, vous les écoutez tous les uns les autres. Tous disent, mais je comprends la colère des Français. Je comprends la colère des Français. C'est une question que une réflexion que je me suis faite récemment. Plus personne n'oserait délégitimer d'une façon ou d'une autre une colère populaire. Par définition, si le peuple est en colère, c'est qu'il a raison d'être en colère. Et d'ailleurs, dans notre imaginaire collectif, une colère populaire appréhendée favorablement, c'est celle qui débouche sur une révolution. C'est le peuple en armes qui fait valoir sa liberté, qui fait valoir ses intérêts et qui reprend le contrôle de sa destinée collective. Donc la colère populaire, ça peut être ça, mais la colère populaire, vue sous un angle un peu moins souriant, ça peut déboucher sur le lynchage. Et le lynchage, alors parfois ça prend pour cible quelqu'un qui l'a mérité, puis parfois, dans une logique de bouc émissaire, oui, lynchage, ça, voilà. Donc la colère populaire, quand j'entends quand même des leaders politiques qui aujourd'hui systématiquement légitiment la colère populaire en disant « le peuple a raison d'être en colère », enfin, il faut entendre la colère populaire, mais on peut parfois nuancer un peu les choses. Dernier élément d'éclairage sur la radicalité. Alors c'est vrai qu'on a parfois été habitué à ce qu'il y ait des politiques qui se ressemblent un peu. Voilà. Ça a alimenté la petite musique de « ce sont tous les mêmes ». On a le sentiment qu'on vote différemment, mais qu'à la fin, les politiques qui s'appliquent ne sont pas si différentes que cela. Et donc ça a nourri dans l'opinion une demande de radicalité. Et comme je le disais tout à l'heure, en 2017, lors de la présidentielle de 2017, ce sont Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen qui ont le mieux capté cette demande de radicalité dans l'opinion. Quand aujourd'hui, en 2022, vous prenez le pouls de l'opinion française, vous avez un tiers de l'opinion qui exprime cette demande de radicalité. Un tiers des Français demandent de la radicalité. C'est-à-dire, fini les demi-mesures, fini l'eau tiède, on en a ras-le-bol, on veut un truc qui claque. Vous avez un tiers des Français qui disent ça. Il nous faut de la radicalité, enfin. Vous avez un tiers des Français, marrant, hein, mais les proportions s'équilibrent à peu près, je schématise un peu, mais ça s'équilibre à peu près. Vous avez un tiers des Français qui, au contraire, disent
Non, moi je veux de la modération. Je pense que pour bien gouverner, il faut de l'apaisement, il faut de la modération, il faut de la tempérance, il faut du compromis, il faut qu'on s'écoute, il faut du respect. Un tiers. Et puis vous avez un tiers des gens qui disent je ne sais pas, j'hésite, on va voir, mais je peux tomber du côté de la radicalité comme je peux tomber du côté de la modération. Celui qui a fait sa percée à l'automne de façon fulgurante, comme on ne l'a jamais vu dans un scrutin présidentiel, c'est Éric Zemmour. Et c'est lui qui a capté cette demande de radicalité. Alors une demande de radicalité qui s'est située à droite cette fois-ci, et même très à droite de l'échiquier politique, mais il y avait une demande de radicalité, et dans nos enquêtes c'est très clair, c'est Éric Zemmour qui a capté la demande de radicalité. D'un discours totalement décomplexé, d'une parole prétendument vraie parce qu'elle est crue, parce qu'elle est sans tabou, celui qui prétend dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, ça précisément c'est un vrai ressort populiste. Quand quelqu'un vous dit « moi, je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas », et donc implicitement, je suis le représentant de cette parole populaire qui jusqu'à présent a été étouffée, là, vous vous dites ah, « celui-ci, là, voilà, il dérive un peu vers le populisme, ça fait aucun doute ». Voilà. La demande de radicalité, elle existe. La question est de savoir quelle canalisation politique on lui donne derrière. Quel est le rôle des politiques? Alors, on reparlera d'Éric Zemmour dans une seconde partie. Quel est le rôle du politique dans cette flambée populiste? Parce que vous avez dit que finalement, quand on dit je comprends votre colère, c'est peut-être aussi rajouter de l'huile sur le feu. Alors, les politiques eux-mêmes ont alimenté l'idée que les politiques étaient nuls. Puisque précisément, vous avez une opposition qui, toujours vis-à-vis du pouvoir en place, s'exprime rarement avec nuance, délégitimant absolument tout ce qui est fait. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'opposer, je ne dis pas que dans le jeu démocratique, il n'y a pas une majorité et une opposition, et que c'est précisément dans leur débat que vit la démocratie. Mais je constate qu'en France, et là pour le coup il y a une singularité française, en France, depuis Valéry Giscard d'Estaing, nous avons systématiquement sorti les sortants. Car le populisme est un dégagisme. C'est, selon la formule de Mélenchon, qu'ils s'en aillent tous, qu'ils dégagent. Ils sont tellement nuls et corrompus qu'il faut évidemment s'en débarrasser. Et donc, cette petite musique, elle a tellement prospéré que nous avons systématiquement sorti les sortants. Je m'explique. Si Chirac et Mitterrand ont été réélus, c'était encore une fois à la faveur de périodes de cohabitation. Ils étaient les présidents sortants, mais ils n'étaient pas les gouvernants sortants. Tous les gouvernants sortants se sont fait bananer. Alors peut-être qu'Emmanuel Macron, qui a déjà déjoué toutes les règles de la science politique il y a 5 ans, va les déjouer de nouveau en étant le premier à se faire réélire. Ce serait un exploit politique réel. Mais jusqu'à présent, on a sorti tous les sortants. Parce que précisément, la classe politique elle-même, classe politique c'est une expression populiste, la classe politique elle-même a alimenté cette petite musique de « ils sont tellement nuls, ils font n'importe quoi ». Avec parfois même une outrance des mots qu'on a aujourd'hui. Quand on parle de dictature sanitaire, et j'espère ne froisser l'opinion de personne dans la salle, quand on parle aujourd'hui de dictature sanitaire, et encore une fois, il y a eu le débat au Parlement il y a quelques jours sur le pass sanitaire, des représentants politiques élus, patrons de groupes parlementaires, etc., se sont succédés à la tribune en dénonçant la dérive autoritaire, la dictature sanitaire. J'entendais un matin à la radio Nadine Morano traiter Emmanuel Macron de petit dictateur. Quand on utilise de tels mots, qui me semblent être de véritables outrances, quoi qu'on pense du pass sanitaire, etc. Mais si on pense sincèrement que la France est une dictature, déjà on se trompe, puisque précisément, si on peut dire qu'on est en dictature, c'est l'indice qu'on est en démocratie. Dans les dictatures, on n'a précisément pas le droit de dire qu'on est en dictature. On n'a pas le droit de le dire à la télé, à la radio, etc. Donc c'est déjà l'indice, a priori, qu'on n'est pas en dictature. Mais évidemment, si on laisse entendre que nous sommes en dictature, il est assez logique ensuite que des gens balancent des caillasses sur un député. Force son domicile, force sa permanence, tire des coups de fusil sur sa permanence. Voilà, c'est logique. S'il y a une dictature, le peuple doit se libérer. Et on est tous d'accord avec ça en réalité. Ça fait du bien d'imaginer qu'on va enfin se libérer du joug de la dictature. Donc il est évident que les politiques ont eux-mêmes alimenté la petite musique de « ils sont tous nuls », où ça va de plus en plus mal. Écoutez aujourd'hui les discours d'un certain nombre de candidats à l'élection présidentielle, pareil, nous sommes au bord du chaos. Et ça ne concerne pas qu'Éric Zemmour, ce que je dis. Nous sommes au bord du chaos, nous sommes au bord de l'effondrement. Écoutez juste la syntaxe employée par les différents candidats. Je maintiens que nous sommes la 7e puissance économique mondiale, que nous avons des filets de protection sociale que peu de pays connaissent. Ça ne veut pas dire que tout va bien, hein. Mais quand on explique que la France est au bord du chaos,
voyez, on entretient ça. Et puis, dernier élément, dans quand même je vous disais que la peur n'était pas le premier ressort du populisme, mais on a quand même entretenu un climat d'insécurité. D'insécurité au sens très large. Quand je dis ça, je ne cible personne ou je ne dis rien. En réalité, les politiques ont entretenu cette petite musique-là. Alors, la droite a entonné le discours de l'insécurité culturelle et physique, en disant nous sommes menacés dès que nous sortons de chez moi, ou nous sommes menacés par ces hordes de migrants qui arrivent, qui nous envahissent, etc. Et encore une fois, ça ne concerne pas qu'Éric Zemmour, ce que je dis. Mais donc, la droite, depuis un moment, a entonné l'histoire de l'insécurité physique et culturelle. La gauche elle-même a joué de l'insécurité économique et sociale, prédisant au plus grand nombre la précarisation généralisée, etc. Et puis, c'est ajouté à cela, et encore une fois, en disant cela, je fais un tableau que j'essaye de rendre objectif et analytique, je ne fais le procès de personne. C'est ajouté à cela le discours écolo qui pointe la menace environnementale. Je ne conteste pas la réalité. Mais donc évidemment, vous êtes français, vous allumez la télé et vous avez des gouvernants ou des aspirants à gouverner qui vous disent que nous vivons dans un climat d'insécurité généralisée. Donc forcément, ça mine un peu le moral et ça peut avoir tendance à nous pousser derrière à choisir des options politiques qui sont ultra simplistes dans la réponse aux problèmes posés. En parlant du rôle des politiques, vous parlez aussi du rôle des médias dans cette flambée populiste, parce que c'est eux qui donnent le micro à ces messages. Alors, bien souvent, on critique avant tout les médias. Avant tout les médias. En réalité, on est dans un jeu à trois bandes. C'est-à-dire que je vous disais à l'instant que les politiques eux-mêmes, et tous les politiques avaient entonné une musique qui avait été dangereuse. Mais évidemment, les médias jouent un rôle considérable, l'effet de caisse de résonance. Et puis, troisième élément, enfin, le jeu à trois bandes, l'opinion elle-même. Et c'est en fait dans ce triangle que se fait le berceau du populisme. Alors évidemment, sur les médias, c'est très facile, mais c'est presque trop facile. Alors en particulier, on a fait le procès des chaînes d'information en continu. Je l'instruis, ce procès, comme tout le monde, c'est assez logique. On a pas mal d'arguments pour instruire ce procès, mais je nuance aussi. Les chaînes d'information en continu participent d'un système où nous sommes, nos concitoyens, nous sommes collectivement informés comme jamais nous ne l'avons été. Le niveau d'éducation et le niveau d'information en France, évidemment, est inédit. Inédit. Nous sommes tous plutôt bien éduqués et ultra informés. Les chaînes d'information en continu, en particulier, participent de cela. Nous sommes au courant de tout et nous savons plein de choses sur plein de choses en temps réel. Et ça, normalement, ça contribue à élever le niveau moyen. Ça contribue à élever le niveau moyen. En particulier, les chaînes d'information en continu, elles se sont alimentées en programmant des débats à 2, à 3, à 4. Les politiques eux-mêmes ont investi ces plateaux. Donc normalement, les chaînes d'information en continu, c'est toute la journée, et parfois même toute la nuit, un espace de débat public. Donc ça aurait dû, là encore quand même, contribuer à ce que, dans le rapport aux autres, dans la dispute, le débat démocratique, nous progressions en maturité. Je ne dis pas que le résultat est tout le temps là, mais donc je ne fais pas que le procès des chaînes d'information en continu. Mais il est évidemment facile de le faire quand même, parce que les chaînes d'information en continu ne s'intéressent qu'aux sujets qui intéressent. Et donc les sujets, les choses qui vont bien, ça intéresse infiniment moins que les choses qui vont mal. Donc évidemment, un fait divers qui tourne en boucle toute la journée, ça capte bien plus l'attention qu'une info en continu sans relief. Alors c'est banal ce que je vais dire, mais y compris dans l'appréhension qu'on a eue du mouvement, par exemple, des Gilets jaunes. Voilà. Les chaînes d'information en continu ont été celles qui ont relayé le plus ce qui se passait, alors, y compris les faits de violence qu'on a vus, le saccage de l'Arc de Triomphe, des images extrêmement choquantes, enfin choquantes. Encore une fois, c'est même pas un jugement de valeur, mais on a tous été heurtés de voir à la télé en boucle de telles images. Et évidemment que ça participe d'une fabrique de l'opinion. Alors là, c'est très intéressant, par exemple, sur les violences commises au moment du mouvement des Gilets jaunes. Et on les retrouve là, d'ailleurs, avec les violences sur les parlementaires, etc. La violence est totalement délégitimée dans nos sociétés, puisqu'on considère que la violence est partout et on la rejette. Et de ce point de vue-là, c'est un progrès de civilisation. C'est-à-dire que c'est une société qui se police chaque jour davantage. Nous rejetons la violence. La violence n'a jamais été délégitimée comme aujourd'hui. On parle même de violence policière, etc. Toutes les formes de violence sont délégitimées. La seule violence qui récemment a fait l'objet d'une forme d'indulgence, c'est en particulier celle des Gilets jaunes. Au moment des Gilets jaunes, et au moment, en particulier au mois de décembre et au mois de janvier, quand ça a tangué assez fort, quand on observait des violences répétées,
répétée et appuyée, à ce moment-là, il y avait une indulgence de l'opinion. Ça ne veut pas dire que la majorité des Français cautionnaient les violences, mais la majorité des Français, et on est même monté à une proportion des 3/4, disaient comprendre la violence sous-jacente, comprendre les causes sous-jacentes à cette violence. Et aujourd'hui, c'est très intéressant. Donc, il y a eu recrudescence d'agressions et de menaces sur des parlementaires. Il y a quand même un chiffre qui fait réfléchir. On a 577 députés. Au cours des derniers mois, sur les 577 députés, 540 ont reçu des menaces de mort ou se sont fait agresser, etc. En matière d'antiparlementarisme, on a peut-être quand même rarement atteint de tels sommets. Même chose, vous avez 13% des Français qui cautionnent cette violence. 13%, c'est pas beaucoup, mais enfin, c'est quand même 1 sur 8. Je ne suis pas très bon en maths, mais en gros, c'est 1 sur 8. Donc un Français sur 8, un certain nombre parmi nous, cautionne cette violence. Il a dit, oui, ouais, cette violence est légitime, je la cautionne. Et puis vous avez, pareil, une petite majorité de Français qui disent la comprendre. Et là, il est évident que les discours politiques, et encore une fois, la façon dont les médias dans leur ensemble ont relayé un certain nombre d'événements ou un certain nombre de discours, ont un poids forcément déterminant. Et évidemment, mais c'est une banalité, je n'ai même pas besoin de le dire, les réseaux sociaux amplifient ça. Parce que les réseaux sociaux tolèrent, permettent une violence dans l'expression qu'avant on n'avait pas, qui était bannie. Même au café du coin, quand on s'engueulait, mais enfin, on ne s'insultait pas, on n'en venait pas aux mains, même quand on était un peu éméché. Voilà, on pouvait débattre vivement, mais on débattait. Sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de débat. Ce n'est pas un espace de débat. C'est un espace de libre expression de ses propres convictions, en pouvant insulter n'importe qui. Moi-même, dès que je passe assez régulièrement dans les médias, je me prends des salves d'insultes et de menaces sur les réseaux sociaux. C'est le lot commun en réalité. Alors les politiques, je vous en parle même pas, mais même un type comme moi, je passe sur une chaîne info, j'ai une dizaine de messages, d'ailleurs je vois, si je laisse mon portable allumé, en temps réel, je vois sur Messenger ou sur Twitter ou machin, je vois des insultes qui arrivent. Et c'est plus que des insultes, c'est même des menaces de mort. C'est absurde, je ne vois pas très bien moi-même quelle menace je représente. Voilà. Donc les réseaux sociaux, ça participe de ça aujourd'hui. Et évidemment, l'effet caisse de résonance a contribué à ce que s'enracinent chez nous ces certitudes, ces convictions populistes. Non, pas réjouissant du tout. Du coup, on a une espèce de majorité de rejet et demain, on peut se retrouver, parce que là c'est demain, finalement, avec au pouvoir en France. C'est le moment où ça peut arriver en fait. Alors, quand on a fait ce bouquin, donc je vous disais que le bouquin était sorti en septembre, ce qui veut dire qu'en fait, on l'a rendu à l'éditeur au printemps. Et comme on était un peu sioux, parce que la politique est une science très inexacte, j'ai demandé à l'éditeur qu'on attende le plus tard possible. Je voulais avoir les résultats des élections régionales. Parce que, effectivement, à travers tout ce qu'on observait dans l'opinion, on se disait, 2022, ça sent un peu le roussi. En tout cas, ça sent pas très bon. Vous avez en fait, au cours du quinquennat, 2 tendances de fond qui ont marqué l'opinion française. La première, c'est donc l'enracinement du populisme, avec le chiffre que je vous citais tout à l'heure de 90% de nos concitoyens qui sont persuadés que nos gouvernants prennent de mauvaises décisions et volontairement. Et puis vous avez une deuxième tendance de fond qui s'est beaucoup marquée pendant le quinquennat, c'est une droitisation de l'opinion. Et même, à certains égards, on a assumé de parler d'une extrême droitisation de l'opinion. Et encore une fois, pas de jugement de valeur dans ce que je dis. Je constate en particulier que sur un certain nombre d'items, le rapport à l'autorité, le rapport à l'ordre, une partie de l'opinion s'est rapprochée des thèses de l'extrême droite. Un exemple, en 2020, la peine de mort a fait un bond de 10 points. On ne sait pas l'expliquer. La peine de mort, depuis qu'elle a été abolie, en gros, elle est majoritaire dans le pays. L'abolition de la peine de mort, est une opinion majoritaire dans le pays. Le seul parti qui, jusqu'à il y a quelques années, proposait le rétablissement de la peine de mort, c'était le Rassemblement national, le Front national avant. Aucun autre parti ne remettait en fait cette thématique sur le tapis. Parce que, encore une fois, seuls 45% des Français considéraient que la peine de mort, c'était bien, avaient une opinion favorable vis-à-vis de la peine de mort. Bond de 10 points, on est passé à 55% en 2020. Subitement, une majorité de Français s'est dit favorable à la peine de mort. Alors que pourtant, même l'extrême droite a enlevé en fait le rétablissement de la peine de mort de son programme depuis déjà 1 ou 2 présidentielles. C'était plus un sujet. C'est remonté comme ça, très étrangement. La demande d'ordre, elle se traduit par le fait que 20% des Français ne verraient pas d'un mauvais œil qu'un chef militaire accède au pouvoir en France, hors de tout processus électoral. 1 Français sur 5. 1 Français sur 5. Proportion jamais connue.
Et dernier item pour illustrer en fait ce que nous avons appelé une extrême droitisation de l'opinion, le rejet de l'immigration. Le sentiment qu'on n'est plus chez soi. Vous l'entendez d'ailleurs comme un slogan dans les meetings d'Éric Zemmour, on est chez nous, on est chez nous. Il chante ça en fait dans les meetings d'Éric Zemmour. Donc l'idée est devenue désormais majoritaire, et même très nettement majoritaire, qu'on n'était plus chez nous dans ce pays, qu'il y avait trop d'immigration. Encore une fois, hein, je mets des chiffres à plat, je ne porte pas de jugement de valeur. Mais je constate que ce rejet de l'immigration chez nous, qui a considérablement prospéré au cours des 5 dernières années, est significativement supérieur à celui qu'on enregistre dans les autres pays européens. Il est en moyenne de 10 points supérieur à ce qu'il est ailleurs. Voilà. Le rejet chez nous est bien plus marqué. Alors pourquoi ? Parce que chez nous, les sympathisants de la droite républicaine, sur ce sujet-là, ont totalement aligné leur position sur les sympathisants de l'extrême droite. Il n'y a aucune différence dans le rapport à l'immigration entre les sympathisants et les électeurs des Républicains aujourd'hui avec les positions des sympathisants du Rassemblement national. Et j'ajoute même un élément, le rejet de l'immigration est chez toutes ces personnes-là très supérieur à celui qu'il est chez, par exemple, les partisans de l'AfD en Allemagne, l'extrême droite allemande, partisans de la Ligue en Italie. Donc les gens de droite chez nous sont dans un rejet de l'immigration plus marqué que les gens d'extrême droite en Allemagne, en Italie ou en Angleterre, par exemple. Donc les deux tendances de fond, pendant ce quinquennat, c'est extrême droitisation et populisme. Alors ça veut dire une chose, ça veut dire que selon notre analyse, il y a beaucoup moins d'espace pour, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, qui assumait quasiment son penchant populiste en 2017. Et d'ailleurs, c'est très net. Il est monté très haut à la présidentielle de 2017. La France Insoumise, son mouvement, a enregistré des revers électoraux à chaque échéance intermédiaire. Ils ont fait de très très mauvais scores. Et même au moment du mouvement des Gilets jaunes, où une partie des revendications exprimées par le mouvement reprenait des choses qui étaient dans le programme de la France Insoumise, même à ce moment-là, en réalité, la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon lui-même sont restés assez bas. Là où, au contraire, Marine Le Pen s'est totalement remise en selle. En réalité, Marine Le Pen et l'extrême droite avaient dévissé au lendemain de l'élection présidentielle de 2017. Compte tenu de ce qu'avait été son débat d'entre-deux tours raté, elle avait perdu un certain nombre de points. Et elle était beaucoup plus basse en 2017-2019 que son étiage habituel. Son étiage habituel à l'extrême droite dans ce pays depuis des années, c'est entre 20 et 25%. Elle était descendue autour de 15, Marine Le Pen. Et c'est à la faveur du mouvement des Gilets jaunes qu'elle est en réalité remontée à 25, pour ne plus descendre ensuite. Mais donc, en dépit de ça, on a attendu les élections régionales. Je pensais que non seulement l'extrême droite allait prendre la région PACA, que tout le monde lui donnait comme acquise, mais je pensais qu'en réalité, la surprise serait que l'extrême droite prendrait en fait 2 voire 3 régions. Parce que voilà, notre analyse à nous disait c'est écrit, c'est sûr, on n'y coupera pas. Et donc forcément, on a un peu changé notre conclusion, petit bras, petit joueur, au lendemain des élections régionales, on disait ah non, effectivement, si l'extrême droite avait pu se donner de l'élan avec les régionales, où pour la première fois, elle avait conquis de grandes collectivités, car en réalité, elle n'a que quelques villes, l'extrême droite, aujourd'hui, dans ce pays. Elle est très peu implantée localement. C'est même un paradoxe. C'est précisément le parti qui dit « tous les autres sont hors sol », qui dénonce les élus hors sol. Or, c'est précisément avec La République En Marche le seul parti qui est réellement hors sol, c'est-à-dire sans ancrage local. Sans ancrage local. Et même l'extrême droite a perdu presque la moitié de ses conseillers municipaux, conseillers régionaux, conseillers départementaux au cours du quinquennat. Et donc, à partir du moment où elle ne parvenait pas à se donner de l'élan avec les régionales, on considérait que c'était compliqué. Et que donc, si l'opinion française était populiste, que si elle était sensible comme jamais au discours populiste, les astres n'étaient pas alignés pour faire gagner les populistes à la présidentielle de 2022. Et alors, comme nous considérons, c'est notre parti pris, mais nous considérons que le populisme constitue un danger, en disant, finalement, on ne s'en sort pas si mal. L'opinion française va mal, mais heureusement, le jeu démocratique n'est pas aligné avec les attentes de l'opinion. Et évidemment, c'était sans anticiper le phénomène Zemmour, qui du coup, cyniquement, a été le meilleur attaché de presse de notre bouquin. Parce que oui, tout le monde a dit, ah bah oui, 2022, la flambée populiste, c'est dingue ce qui se passe. C'est dingue ce qui se passe. Et j'avoue que nous ne l'avions pas vu venir à ce point. Mathieu, justement, on va zoomer une minute, et peut-être qu'on en reparlera aussi avec les questions, mais sur du coup le discours populiste de Zemmour, vous dites
c'est un petit peu le maître de ce discours populiste aujourd'hui. Est-ce que Emmanuel Macron a un discours populiste? Parce qu'il y a quand même un truc qui est sorti il y a quelques jours, ça s'appelle Avec vous 2022, où il dit « Vous ne vous reconnaissez pas dans les déclarations des candidats à l'élection présidentielle ». Alors en fait, il ne le dit pas lui, parce que voilà, c'est normal, il ne parle pas de vous, il parle d'eux. Notre démarche est à l'opposé de ça. Ça, c'est populiste? Alors, pour être rigoureux, je vais répondre à la question sur Macron. Pour être rigoureux, Éric Zemmour n'est pas le plus populiste des candidats. Il est très clairement le plus à droite, et je dis ça encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur, il l'assume. Il est celui qui percute Marine Le Pen par sa droite. Il dit d'ailleurs, enfin, dans certaines interviews, il a dit elle est de gauche. Elle est nulle et elle est de gauche. Donc il assume en fait de percuter Marine Le Pen par sa droite. Ce faisant, il a contribué, comme beaucoup l'ont dit, à la dédiaboliser, à la rendre presque sympathique. Donc il n'est pas le plus populiste, il est le plus à droite. Et il est à bien des égards moins populiste que ne l'est Marine Le Pen, et qu'elle ne l'était aussi en 2017. Là où le populiste en appelle au peuple, systématiquement, Éric Zemmour en a bien davantage appelé, même pas aux Français comme le fait Marine Le Pen, à la France, à sa grandeur passée, à la décadence qui la mine. Mais pendant toute la première séquence de sa campagne, Éric Zemmour a bien davantage parlé de la France éternelle, que du peuple français. Il a progressivement fait évoluer son discours, mais il n'a pas démarré en étant un leader populiste. Sauf à le faire en disant encore une fois, je suis l'homme seul contre tous. Ça, c'est totalement dans la panoplie du populiste. Je suis l'homme seul contre tous, je vais faire turbuler le système, et je suis celui qui, précisément, incarne la voix du peuple, car je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas, présumant de ce que nous pensons donc tous tout bas. Marine Le Pen est bien davantage populiste, et le Front National, et aujourd'hui le Rassemblement National, constitue effectivement probablement le parti populiste en France le plus pur. Ça ne date pas de Marine Le Pen, ça date de Jean-Marie Le Pen. Le slogan populiste par excellence, c'est celui que Jean-Marie Le Pen avait utilisé pour la présidentielle de 88, je crois, si je ne me plante pas, c'était « Le Pen, le peuple ». Le Pen, le peuple. Et évidemment, ça fait écho à un bouger dans l'histoire de l'extrême droite française et du Rassemblement national en particulier. Le Front National a émergé dans le prolongement de ce qu'était le poujadisme, avec comme socle sociologique, socio-électoral, les classes moyennes. Les classes moyennes indépendantes, les petits commerçants, les petits artisans. Ça c'est le socle toujours et partout de l'extrême droite. Et c'est en s'appuyant sur cette France-là que l'extrême droite a réémergé dans les années 70-80. Et puis, à la faveur de l'alternance politique et de l'arrivée de la gauche au pouvoir dans les années 80, et en même temps de l'expérience du chômage de masse, la gauche a déçu, la gauche a perdu les catégories populaires, et ces catégories populaires sont allées grossir les rangs de l'extrême droite. Donc, en plus des classes moyennes qui étaient le terreau initial, l'extrême droite a réussi à égréger les catégories populaires. Deuxième étage de la fusée. Et à partir du moment où elle a eu les catégories populaires, elle a fait évoluer son programme et son discours pour les garder à soi. Et le discours est devenu moins d'extrême droite et plus populiste. Et c'est tout le talent d'ailleurs de Marine Le Pen que d'avoir continué à faire grossir en fait ce socle électoral. Les classes moyennes et les catégories populaires désormais sont totalement acquises à l'extrême droite. La valeur ajoutée d'Éric Zemmour dans cette affaire, c'est de parler à la France à laquelle l'extrême droite classique ne parvenait pas à parler jusqu'à présent, les retraités et les cadres. La sociologie de la France de Marine Le Pen et la sociologie de la France d'Éric Zemmour ne sont pas du tout les mêmes. Elles sont tout à fait complémentaires. Autant dire qu'elles peuvent donc s'additionner dans une perspective de deuxième tour. Mais pour vous répondre, car je n'ai pas oublié la question sur Emmanuel Macron, alors c'est un peu facile de passer du tous pourris à tous populistes. Mais je vous disais que beaucoup avaient joué à un jeu dangereux. Emmanuel Macron a joué pour partie à un jeu dangereux dès la présidentielle de 2017. Il y avait, c'est pas moi qui l'ai dit, un certain nombre de commentateurs l'ont dit, et même celui qui ensuite est devenu son Premier ministre, Édouard Philippe, dans la campagne, il soutenait le candidat de la droite, mais donc Édouard Philippe avait qualifié Emmanuel Macron de populiste chic et light. Parce qu'il est évident qu'à l'époque déjà, Emmanuel Macron, c'était son offre électorale à lui, et encore une fois, je ne parle pas de jugement de valeur, mais avait joué de la rhétorique anti-système, avait joué de « il faut en finir avec ce système », qui par lâcheté, qui par inertie, qui par renoncement, en fait, depuis 50 ans, empêche que la France soit la France. Et donc, grâce à moi, et grâce au grand coup de pied que je vais mettre dans la fourmilière, vous allez voir,
on va enfin faire les réformes dont on sait qu'elles sont nécessaires, mais face auxquelles on rechigne depuis des décennies et des décennies, on va faire tout ça. Et donc, il y avait une tonalité anti-système dans le discours d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, inspecteur des finances, passé par le monde de la finance, passé par la banque Rothschild, de ce point de vue-là, il cochait toutes les cases. Le populiste qui tient un discours anti-système est toujours lui-même issu du système. Voilà, toujours. Mais donc, il y avait un petit populisme chic, chic et light, comme disait Édouard Philippe, qu'on retrouve de temps en temps, évidemment, dans certains discours. Alors, vous avez deux types de populisme. Je ne fais pas un cours sur l'histoire du populisme, mais vous avez deux types de populisme. Tout comme je vous disais qu'il y a une défiance horizontale et une défiance verticale, vous avez un populisme vertical, autoritaire, déjouant tous les corps intermédiaires. D'une certaine façon, Macron a un peu joué de ça pendant le quinquennat. Un peu joué de ça. Il n'y a pas d'élus locaux, il n'y a pas d'organisation syndicale. Voilà, un truc très vertical, très jupitérien, qui pour partie correspondait aux attentes de l'opinion, il faut le dire. Et encore aujourd'hui, la demande d'autorité et de verticalité, elle existe. Mais il y a aussi une demande d'horizontalité. Une demande d'horizontalité aujourd'hui qu'il n'a pas séduit, qu'il n'a pas satisfaite pendant le quinquennat. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, qui demandait de la participation, qui demandait de l'association, qui demandait de l'horizontalité. Et donc là, effectivement, comme par hasard, mais je veux dire, la tactique fait aussi partie de la vie politique. Dans sa campagne, on sent qu'il va rejouer l'histoire d'En Marche en 2017. De mon projet, en fait, c'est vous. Voilà. Je suis votre candidat parce que mon projet, c'est vous. Voilà. Avec les premiers éléments de communication politique qu'il a mis sur la table, on voit qu'on renoue avec cette dimension-là. On quitte un peu la verticalité et on sent qu'on va rejouer un peu l'horizontalité. Le populisme, c'est la solution de facilité? Alors, oui, c'est sûr. En fait, le populisme est un simplisme. À partir du moment où vous considérez que la clé d'explication du monde, c'est l'opposition entre le peuple et les élites, et c'est plus que ça, en fait, la faillite et la trahison des élites, ça paraît un peu court comme élément d'explication. Alors, c'est pas totalement absurde qu'un schéma comme celui-ci ait fini par prospérer aujourd'hui. On observe que le monde est une réalité de plus en plus complexe à manier. De plus en plus complexe à manier. Parce que les grands enjeux auxquels le monde est confronté sont des enjeux réellement planétaires. Que vous parliez du climat ou du terrorisme, vous savez très bien que ce n'est pas à l'intérieur de vos frontières que vous pouvez régler le problème. Et par ailleurs, on est face à des problèmes, encore une fois, d'une ampleur et d'une complexité qu'on a rarement connues. Donc on est confronté à la complexité du monde. Et on se trouve confronté à cette complexité du monde. Et encore une fois, cette complexité du monde, on la mesure précisément quotidiennement parce qu'on est informé désormais. Il suffit d'allumer la télé, il suffit d'allumer la radio. On a connaissance de cette complexité-là. On y est confronté quotidiennement. Donc on fait l'expérience de cette complexité du monde, encore renforcée, systématiquement renforcée, au moment où précisément les grands schémas explicatifs ont reflué, ont du plomb dans l'aile. Je la fais vite, mais le schéma explicatif de droite, c'était la religion pendant des siècles et des siècles. Le schéma explicatif de gauche pendant des décennies et des décennies, c'était la révolution. Bon, on voit que la religion comme la révolution sont des clés d'explication du monde, fournissent des clés d'explication du monde qui sont un peu moins opérantes aujourd'hui. Donc tout le monde est un peu perdu. Au moment où effectivement on fait l'expérience de la complexité du monde, on n'a plus les outils pour répondre très facilement le plus facilement possible, le moins difficilement possible aux équations qui nous sont posées. Et c'est là évidemment que se joue quelque chose de dangereux. Le monde est plus complexe et on y applique un schéma d'explication plus simpliste que jamais. Je disais que le populisme est un simplisme, le populisme est aussi pour partie un complotisme. À partir du moment où vous considérez que, en fait, le système, il y a une caste, il y a quelques gars tout seuls à Paris, enfin on ne sait pas où, dans des bureaux, qui s'entendent entre eux pour organiser le monde. Vous avez vu comment, à la faveur de la crise sanitaire, à la faveur de la pandémie, le complotisme sanitaire a prospéré de nouveau. La proportion de Français considérant que tout ça a été orchestré, on ne sait pas par qui, on ne sait pas très bien où, mais que tout ça a été orchestré, sans même aller jusqu'au délire du Great Reset, de gens qui auraient pour de vrai créé une pandémie pour dépeupler la planète. Les théories complotistes, dans l'opinion française, elles ont atteint un niveau de popularité qu'on n'a jamais connu. Et la Fondation Jean Jaurès a fait une étude, une radioscopie de la France du professeur Raoult, c'est-à-dire les Français qui étaient totalement sensibles, archi-sensibles au discours du professeur Raoult. Le taux d'adhésion chez ceux-là, le taux d'adhésion aux théories complotistes est le double de la moyenne. Il y a un moment quand même où le professeur Raoult, figure populiste s'il en est,
C'est-à-dire pareil, incarnant l'homme seul contre les élites parisiennes, celui qui par ailleurs n'a pas... Alors que les élites parisiennes sont dans leur bureau, paniquées face à un truc qui n'est pas du tout paniquant, qu'on peut solutionner avec un tout petit médicament de rien, etc. Y compris dans sa posture d'espèce de rockstar un peu christique, il y a quand même un moment où, dans l'opinion, la figure du professeur Raoult était plus populaire que la figure du ministre de la Santé. Les Français disaient faire davantage confiance aux analyses du professeur Raoult qu'aux analyses du conseil scientifique. Ça disait le niveau de défiance qu'on avait atteint quand même. Je ne sais plus si j'ai répondu à la question du coup, parce que je pars un peu dans tous les sens. On vous écoute. Peut-être que je ne savais pas répondre à la question, je ne sais plus. Vous avez répondu à la question et moi je voudrais finir avec une dernière question pour une touche d'optimisme. On essaye un peu d'optimisme aussi. On peut proposer quoi alors face à ce populisme? Alors d'abord, on peut dire qu'il y a dans l'opinion un enracinement du populisme et une extrême droitisation. Ces tendances-là, elles sont à l'œuvre, elles existent, il n'est pas question de les nier. Mais elles ne sont pas les seules. Elles ne sont pas les seules. À côté de ça, les Français sont désormais attachés, restent attachés à un certain nombre de valeurs. Les valeurs de solidarité, les valeurs d'égalité, etc., en réalité, elles continuent de se porter pas trop mal. On est tous pétris de contradictions. L'opinion française n'est pas sans paradoxe. Elle peut adhérer à la fois aux idées d'Éric Zemmour, pour 15% en tout cas d'entre nous, et elle peut dans le même temps dire l'égalité c'est important. Donc vouloir qu'on reste chez soi, parce qu'il y en a ras-le-bol, on est envahi par ceux qui viennent de partout, et dans le même temps dire l'égalité est une valeur supérieure. Vous voyez, on peut être contradictoire. En tout état de cause, il y a un certain nombre de valeurs d'égalité et de solidarité qui sont tout en haut. Je dirais même que les préoccupations de nos concitoyens, quand on mène des enquêtes au long cours, tout en haut de leurs préoccupations aujourd'hui, dominent quoi? La question environnementale, tout en haut en numéro 1. Il n'y a plus personne qui est climato-sceptique chez nous, ou à peu près. Tout le monde a quand même bien compris que le climat était un sujet. Donc la préoccupation environnementale, elle est numéro 1. Et juste derrière, il y a la question sociale, entendue comme les inégalités, la pauvreté, le pouvoir d'achat, la santé, les retraites, tout ça. La question de l'immigration ou la question de l'insécurité, dont on parle beaucoup, elles existent, mais elles sont significativement derrière. Et elles ont même significativement reculé en un an. La question identitaire, qui est celle sur laquelle surfe Éric Zemmour, elle n'est jamais posée par les Français en réalité. Quand vous leur demandez quelles sont les questions qu'ils se posent, quelles sont les préoccupations qu'ils mettent en avant, ils ne mettent pas du tout la préoccupation de l'identité. Il n'y a pas un Français qui, se levant le matin et prenant sa douche, se dit sous la douche « mais oui, c'est vrai, c'est quoi être Français ?» Pour de vrai, ça n'existe pas. Je ne dis pas que ce n'est pas un sujet, mais en tout cas, ce n'est pas un sujet que l'opinion attrape en priorité. Et j'y ajoute un élément, en fait, parce qu'effectivement, il y a chez certains populistes de droite et d'extrême droite, l'obsession de l'identité. L'identité, ce n'est pas un problème. Le sujet, c'est que ces populistes-là lient la question de l'identité avec la question de la nationalité. Que l'identité, c'est nécessairement l'identité nationale. Or, on en fait chacun l'expérience quotidiennement. On s'intéresse nécessairement à qui nous sommes, à ce que nous sommes et à qui nous sommes. Et quand nous pensons à ce que nous sommes et à qui nous sommes, nous ne faisons pas référence en priorité à notre nationalité. Quand on se pense soi-même en se disant où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, qui je suis, etc., je suis avant tout un Français. On peut se dire qu'on est un Français et qu'il y a plein de choses qui font qu'on est ce qu'on est parce qu'on est Français et qu'on s'inscrit dans un schéma de valeurs, de représentation, de culture, de référence historique, littéraire. Ok, mais il n'y a pas du tout que ça. Donc il y a effectivement une captation de la question de l'identité. Mais donc, la question environnementale, la question sociale, qui relève quand même, encore une fois, d'enjeux collectifs qui nous lient les uns aux autres. La question des inégalités sociales ou la question de la survie environnementale, c'est bien, voilà, ça dit bien quelque chose de notre relation les uns avec les autres et à notre environnement. Et puis, dernière dimension pour se donner de l'optimisme, je considère que la séquence que nous avons traversée, paradoxalement, celle de la pandémie, dont on n'est pas encore totalement sorti, mais dont on est quand même en train de sortir, elle nous a fait considérablement progresser vers un certain nombre de valeurs qu'on pensait précisément minoritaires. Qu'est-ce que c'est que la pandémie? Qu'est-ce que c'est que la gestion de la pandémie? Qu'est-ce que c'est que le confinement? C'est dire, comme le disait le slogan anticapitaliste, nos vies valent plus que leurs profits. À un instant T, la vie humaine a été menacée, on a tout mis sur pause, on a tout mis en veille, on a mis la vie économique sur pause. On pensait que les grands intérêts économiques intouchables ne permettraient pas une chose pareille.
Et en réalité, en quelques jours, le pouvoir politique qu'on pensait totalement démonétisé, qu'on pensait depuis longtemps soumis à des logiques économiques intouchables, en quelques jours, le pouvoir politique a dit stop, stop. La santé passe avant toute autre considération. Et ce n'était pas la santé de tout le monde au début, c'était la santé des plus âgés, la santé des anciens, parce qu'on savait que tout le monde ne mourrait pas du Covid. Mais nous avons tous accepté d'être confinés, de rester chez nous pendant 55 jours pour protéger la santé des plus âgés. La santé des plus âgés, ceux qui sont vus du point de vue de l'économie comme improductifs. Ceux dont on dit qu'ils constituent des charges pour notre système de protection sociale. C'est pour ces personnes-là qu'on s'est tous arrêtés pour partie de vivre. C'est quand même un beau geste de solidarité. Donc, nos vies valent plus que leurs profits. Olivier Besancenot en avait rêvé. D'une certaine façon, le Covid l'a fait. Et dernière dimension, en matière d'interventionnisme public, je vous disais que non seulement le pouvoir politique avait repris la main sur ce qu'on appelait le pouvoir économique, mais plus que ça, on a tout mutualisé. On a fait de la dépense publique pour financer cette solidarité. Pendant très longtemps, on pensait que c'était... On avait l'obsession de la dette, on avait l'obsession de la finance, on avait l'obsession de la monnaie. En fait, en quelques jours, on a dit, mais non, en fait, on ouvre les robinets et on finance de la solidarité. On a protégé les entreprises, on a protégé les personnes. Ça, pour le coup, c'est plutôt à rebours de ce que les populistes disent en général. C'est à rebours de la logique individualiste et du chacun pour soi qu'on pensait dominante de façon écrasante depuis des décennies et des décennies. Alors, pour partie, ça a changé. Je ne dis pas que c'est formidable, mais pour partie, en tout cas, je pense que dans les têtes, ça a changé. Et un dernier mot, d'ailleurs, sur la pandémie et ce qu'elle dit de notre époque. Il se trouve que je suis historien de formation, donc je suis sensible à cette réalité-là. La pandémie, c'est quoi? C'est donc une épidémie mondiale qui a abouti à ce que nous vivions tous la même histoire en même temps dans le monde entier. Et ça, c'est un truc inédit. Pour la première fois de son histoire, avec la pandémie, l'humanité a vécu la même histoire, elle l'a vécue en même temps, et on a eu le même récit précisément par les médias. Alors la conscience universelle, c'est quelque chose de très théorique. Je ne sais pas si pour de vrai, à la faveur de cet événement commun et unique, la conscience universelle aura progressé, mais moi j'y crois assez volontiers. En tout état de cause, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un truc comme ça s'est produit. La Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas l'ensemble du monde qui vit la même chose au même moment. Même la Seconde Guerre mondiale, elle ne concerne pas tout le monde et elle est désynchronisée. La dernière pandémie, il y a un siècle pile poil, la fameuse grippe espagnole, celle qui fait plusieurs dizaines de millions de morts, contrairement à celle-ci qu'on a plutôt bien gérée, la grippe espagnole, ce n'est pas la même histoire qui se vit en même temps pour tout le monde. Là, en revanche, nous avons vécu tous la même histoire. Et mieux, la moitié de l'humanité a été confinée. Donc la moitié de l'humanité a accepté par solidarité d'être amputée d'une partie de sa liberté. C'est pas rien, c'est pas rien. La solidarité l'a emporté. Merci. Quand on est attaché aux valeurs de solidarité. Mathieu, je vais arrêter de vous poser des questions. Je vais vous proposer à vous, si vous le souhaitez, de poser des questions à Mathieu. Alors, si on peut rester dans l'optimisme, ça me ferait vraiment plaisir, mais je ne suis pas sûre. Je suis pas sûre. Est-ce que quelqu'un a une question ? Merci. Vous m'entendez bien là? Là, vous terminez sur les problèmes mondiaux, on va dire. Vous avez évoqué, sur la fin, les inquiétudes légitimes de l'environnement. Hein, et un peu moins tardivement, vous avez bien évoqué l'information beaucoup plus large, mondiale plus que franco-française. Or, au tout début, vous avez évoqué un petit tiers, 27%, de désespérance, n'est-ce pas, de gens qui voyaient leur France, leur pays, en décadence irréversible. Est-ce qu'on ne retrouve pas là, je m'interroge, est-ce qu'on ne retrouve pas dans cette désespérance ceux qui sont plus inquiets de l'environnement, de la problématique environnementale mondiale, et non pas
de leur pays, de France. Alors, je ne sais pas s'il faut prendre plusieurs questions, mais je peux répondre tout de suite à celle-ci, parce qu'effectivement, question très pertinente et réponse qu'on peut-être inattendue en réalité. Les fameux, les 27% qui considèrent que la France est en déclin et que ce déclin est irréversible, donc que la France est au bord de l'effondrement, alors se contrefoutent de l'écologie. Non, et ouais, c'est fou. Et en réalité, c'est précisément la France qui se retrouve soit en Marine Le Pen, soit en Éric Zemmour. Et il y a une vraie différence entre les deux France, celle de Marine Le Pen et celle d'Éric Zemmour. Il y a quand même dans l'électorat de Marine Le Pen, une petite conscience environnementale. À tel point que, certains l'auront peut-être noté, le Front National, là encore, le Rassemblement National, a enrichi un peu son programme. Désormais, même l'extrême droite s'intéresse à l'écologie. Alors, peut-être avec les petits relents pétainistes, et avec le terme de localisme, mais en tout cas, l'extrême droite est venue à l'écologie. Je ne sais pas dans quelle mesure Marine Le Pen est crédible vis-à-vis de l'opinion sur les questions écologiques, mais en tout cas, il y a un bouger de l'extrême droite sur ces sujets-là. Plus personne n'ignore la question environnementale quand il veut faire de la politique et en particulier accéder à la magistrature suprême. Le seul qui se paye le luxe de se contrefoutre de l'écologie, c'est Zemmour. Et c'est très intéressant, encore une fois, les sympathisants d'Éric Zemmour, ceux qui aujourd'hui constituent son socle électoral, n'ont qu'une obsession, c'est l'immigration. C'est même pas l'insécurité. L'insécurité, ça existe, mais ça vient loin derrière. La France d'Éric Zemmour a un sujet avec l'immigration, dont elle considère que c'est notre problème majeur et qu'il faut le solutionner avant tout autre. Que tant qu'on n'aura pas réglé le problème de l'immigration, on ne pourra pas s'en sortir. Et par ailleurs, vous leur demandez, et sur la question sociale et sur la question environnementale, qu'est-ce que vous en pensez? Désintérêt absolu. C'est la seule partie de l'opinion qui assume de se désintéresser radicalement et de l'écologie et des questions d'inégalité sociale. Donc la désespérance, le fameux déclinisme, le fameux nihilisme dont je parlais tout à l'heure, il est chez Marine Le Pen et surtout chez Éric Zemmour, et il n'a rien à voir avec la menace environnementale. Une autre question, là-haut. Et on peut aussi avoir des questions via Facebook, puisque nous sommes en live, et que si les personnes sur Facebook qui vous suivent souhaitent poser des questions, ils peuvent aussi. Moi qui vous les donne. Alors, moi, je me demandais si un populiste qui arrive au pouvoir, est-ce qu'il ne devient pas l'élite qu'il critique? Et si jamais ça nous arrive, est-ce que ce populiste va gérer la France avec des mesures qui nous remet le peuple au pouvoir, ou est-ce qu'il va devenir comme l'élite qu'il critique, et c'est-à-dire s'accaparer le pouvoir et rien ne changera? Alors, je n'ai évidemment pas la réponse, on connaît la réponse qu'à la fin, mais oui, c'est précisément la contradiction à laquelle se heurte n'importe quel leader populiste. La dénonciation du système et la dénonciation de ceux qui incarnent le système, ça marche tant qu'on est à l'extérieur du système, tant qu'on n'est pas encore rentré au cœur du système. Quand on devient soi-même l'incarnation du système, on est forcément obligé de changer de discours. Mais c'est assez intéressant. Vous prenez par exemple les discours que Sarko a fait en 2007 pour devenir président de la République et ceux qu'il a fait en 2012 pour tenter de rester président de la République. Il y a quelques discours de Sarko en 2012 qui sont hyper intéressants. Il en revient à l'appel au peuple. C'est-à-dire qu'il descend de son piédestal, il quitte l'Élysée, il descend de son piédestal de président et il entonne un discours au relent populiste. Et encore une fois, quand je dis ça, je ne fais pas le procès de Sarko, ce n'est pas le sujet, c'est purement analytique ce que je dis. Mais il entonne des accents populistes, il en appelle au peuple, et il dénonce lui-même ceux qui sont aux affaires. Exercice de dédoublement de la personnalité, y compris au plan institutionnel. Le président dit, mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vous entendent pas. Et ça marche presque, parce que mine de rien, même si Hollande est élu, c'est à un cheveu. Donc évidemment, le populiste est toujours confronté à cette affaire-là. Alors bien souvent, le populiste explique, pour se maintenir au pouvoir et pour justifier tout ce que lui aussi, à son tour, n'a pas réussi à faire au pouvoir, il explique que s'il a eu du mal à accéder au pouvoir, c'est parce que les tenants du système l'en ont empêché. Là, vous le voyez tout le temps aujourd'hui dans les discours de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour, etc. Le système se protège. Je suis accusé, Éric Zemmour qui dit « je suis accusé d'agression sexuelle, de viol », comme par hasard. Ça ne vous paraît pas étrange que je sois accusé de ça maintenant? J'ai pas les signatures. Le système se protège.
on me met des bâtons dans les roues, on m'empêche évidemment d'accéder au pouvoir, car ils savent que je suis le seul qui va changer les choses. Alors, regardez, Zemmour raconte ça à longueur de temps. À longueur de temps. Donc, ils entonnent toujours la petite musique de « pour moi, c'est évidemment très difficile d'arriver au pouvoir car le système se protège ». Et quand ils arrivent au pouvoir, aux États-Unis, en Italie ou ailleurs, ensuite ils disent « les juges m'empêchent de faire mon travail, les médias m'empêchent de faire mon travail ». Ceux qui protégeaient le pouvoir en place avant deviennent ceux qui empêchent le populiste de mener sa politique au pouvoir. Voilà. Les juges étaient aux ordres, désormais ils sont indépendants. Les médias étaient aux ordres, désormais ils sont indépendants. Il y a toujours une extériorité du système que le populiste arrive à convoquer pour justifier de ses propres faiblesses ou de ses propres lacunes. Alors, on a 2 personnes avec des questions. Vous pourrez. Ah, pardon. Merci. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a peu d'ancrage de populisme au niveau local, régional, départemental. Et finalement, est-ce que ce n'est pas juste un problème qui se pose tous les 5 ans, au moment des élections présidentielles, et plus particulièrement quand les partis traditionnels sont en quelque sorte, on dirait, par la hauteur. C'est-à-dire qu'on a eu du Sarkozy Hollande, on a eu du Sarkozy Royal, et finalement, à cette époque-là, le Front National était peu existant. Alors que ces questions-là étaient... Enfin, le relent populiste existait toujours, et il n'a pas été présent. Est-ce que là, on n'est pas dans ce même phénomène, et la prédominance de Zemmour et de Le Pen aujourd'hui n'est-elle pas là parce que justement, il n'y a pas d'alternative politique suffisamment forte sur les échiquiers politiques de gauche et de droite? Alors, le Front National, il est fort depuis 88. Il a reflué en 2007 parce qu'effectivement, Sarkozy, dans sa campagne, a réussi par les thèmes qu'il a choisi de mettre en avant et la syntaxe, même le vocabulaire qu'il a employé, il a réussi à siphonner l'extrême droite. Mais d'une certaine façon, quand même, c'est un peu l'exception. C'est un peu l'exception. Alors, je vous le disais, il y a un travers, en tout cas, il y a un sujet spécifiquement français, c'est l'alternance systématique. C'est l'alternance systématique. Une partie de notre crise démocratique, en tout cas, c'est mon analyse, repose sur le fait que font aujourd'hui défaut à nos gouvernants les 2 choses qui sont constitutives du pouvoir. C'est même un paradoxe en réalité. Le président de la République française est, au plan institutionnel, un des chefs d'État qui, dans le monde, a le plus de pouvoir. Le plus de pouvoir. La Ve République est ainsi faite que le président de la République française est, au plan institutionnel, un homme extrêmement puissant. Or, quelques jours ou quelques semaines après son accession au pouvoir, ça vaut pour tous les présidents de la République qui se sont succédés, il est déjà quasiment impuissanté. Il est quasiment empêché d'agir. Pour une raison simple, lui font donc défaut 2 choses constitutives, essentiellement constitutives du pouvoir. 1, la confiance. Vous pouvez avoir tous les pouvoirs que la Constitution vous garantit. Si vous n'avez pas la confiance de votre opinion, si vous n'avez pas une opinion qui peut vous suivre, vous ne pouvez rien faire. Alors, ça vaut en particulier pour Emmanuel Macron, mais ça vaut pour Chirac qui s'est fait réélire avec 80% des voix. En réalité, 80% des voix au second tour pour Chirac ou 65% des voix pour Emmanuel Macron au 2e tour, c'était en fait entre 15 et 20% des voix au 1er tour. Donc une assise démocratique extrêmement faible. Donc une confiance, je vous ai parlé de la France comme le pays champion du monde de la défiance, d'une défiance généralisée, ça pèse. Vous avez beau avoir tous les pouvoirs, vous n'en avez en réalité que peu. Je prends l'exemple de François Hollande en 2012, c'est quand même très intéressant ce qui se passe avec la gauche. Quand François Hollande accède au pouvoir en 2012, jamais la gauche dans l'histoire de la Ve République n'avait concentré autant de pouvoir qu'en 2012. C'est au moment où François Hollande accède au pouvoir que la gauche est forte comme jamais. Non seulement elle est à l'Élysée, mais elle a une majorité écrasante au Parlement, elle tient toutes les régions, elle tient une majorité de départements, elle tient les grandes villes, et conséquence majeure, pour la première fois, elle tient aussi le Sénat. La gauche a tous les pouvoirs. Au bout de 3 mois de quinquennat, 3 mois de mandat, Hollande est déjà à poil. Déjà, il n'a plus aucun pouvoir en réalité, parce qu'il n'a pas la confiance du peuple. Et le 2e élément, ça reboucle avec la question de l'alternance systématique dont je vous parlais, le 2e élément qui manque aux gouvernants pour avoir du pouvoir, c'est la longévité. Il n'y a pas une autre grande démocratie libérale, un autre grand pays développé comme le nôtre, qui a subi
cet effet de yo-yo systématique depuis 40 ans. Alors, Obama, il s'est fait réélire, Clinton, il s'est fait réélire, Bush, il s'est fait réélire. Regardez Merkel. Je pensais sincèrement que tous les Allemands pensent que Merkel fait tout bien tout le temps. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Merkel est restée au pouvoir 15 ans. Même en Italie, la longévité des gouvernements est plus longue dans un régime parlementaire instable. Même en Italie, ils arrivent à tenir plus longtemps que nous. C'est lunaire. C'est lunaire. Donc je pense que, alors, je ne sais pas si ça répond directement à votre question, mais au-delà du fait que la gauche et la droite, c'est un peu pareil. C'est assez intéressant, cela dit. Hein. La gauche, et c'est particulièrement vrai après le quinquennat de François Hollande, que globalement, l'opinion considère comme un ratage absolu. Alors je le dis de façon d'autant plus transparente et modeste que donc moi-même j'étais conseiller ministériel sous le brillant quinquennat de François Hollande. Donc vraiment je le dis avec beaucoup d'humilité. Alors que la gauche était très très forte en 2012, elle n'a jamais été aussi basse qu'en 2017. Donc c'est sûr qu'en 5 ans, François Hollande a réussi un petit miracle. Il a transformé de l'or en je sais même pas quoi. Mais voilà, jamais aussi haute qu'en 2012, jamais aussi basse qu'en 2017, la gauche. Donc ça dit quelque chose. Et donc le procès en trahison, vis-à-vis de la gauche en particulier, il est très fort. Alors, un petit décrochement là-dessus, c'est intéressant parce que la gauche, à chaque fois qu'elle a été au pouvoir, elle a fait l'expérience du procès en trahison. À chaque fois, la gauche est sortie exsangue du pouvoir. Avec Mitterrand, c'est les législatives de 93, déculotté sans nom. Jospin, 5 années en fait d'un mandat, d'une législature, 5 années, à l'issue de cette législature, les Français considèrent que le bilan n'est pas déshonorant en fait. C'est-à-dire que même dans les enquêtes d'opinion, le chômage a baissé d'1 million, c'est du jamais vu. Tout le monde considère que Jospin a plutôt fait le job. Et il est derrière l'extrême droite. Bien souvent, on dit que l'extrême droite arrive, qu'elle prospère sur un terreau de crise économique et sociale. Ce n'est pas vrai en 2002. Ça va beaucoup mieux en 2002 qu'en 1997. Donc on ne peut pas dire que c'est parce qu'il y a une crise économique et sociale majeure que l'extrême droite arrive au pouvoir. Là, honnêtement, en 2022, vraiment, et je ne plane pas, hein, je ne vis pas dans une bulle, j'habite même dans un quartier populaire à Paris, donc je ne plane pas du tout. Je sais qu'il y a des difficultés sociales tout à fait ancrées dans notre pays, question des inégalités, de la pauvreté, etc. Enfin, nous ne sommes pas pour de vrai dans une situation de crise économique et sociale. On est à 7% de chômeurs, on est encore une fois la 7e puissance économique mondiale. Il y a plein d'indicateurs qui, dans notre situation économique et sociale générale, objectivement, disent que la France est un pays qui se porte plutôt pas trop mal. Ok, taux de pauvreté à 14%, je ne le nie pas, hein, mais par rapport aux autres grands pays développés, c'est pas si pire. Or, l'extrême droite est à 35%, niveau jamais atteint. On ne peut pas dire que tout va bien en France, mais on ne peut pas dire que tout va mal comme jamais, justifiant le fait que l'extrême droite arrive à ce niveau inédit. On ne peut pas le dire. En tout état de cause, le procès en trahison que subit la gauche à chaque fois qu'elle quitte le pouvoir, et je ne dis pas que ce procès n'est pas mérité, la droite elle-même parfois se l'inflige. Ce qui fait que vous avez dans les discussions politiques les gens de gauche qui disent « si on revient au pouvoir, il faudra vraiment qu'on mène enfin une politique de gauche ». Mais les gens de droite disent un peu la même chose. Il faut arrêter de s'excuser d'être de droite. Et donc, quand on reviendra au pouvoir, il faudra enfin qu'on fasse ce qu'on avait promis qu'on ferait et qu'on n'a pas fait. Même le peuple de droite pense ça du quinquennat de Sarko. Il y a un attachement très fort à la figure de Sarko. Néanmoins, quand vous faites des enquêtes sur ce que pensent les gens de droite, ils pensent qu'on n'a pas fait une politique assez à droite, même sous Sarko. Donc le procès en trahison, tout le monde se le fait en réalité. Voilà. Peut-être que la conclusion de ça, elle est un peu triste, je ne sais pas, c'est que quand vous êtes élu président de la République avec au mieux 25-28% des voix au premier tour, ça a été le cas de Hollande, ça a été le cas de Sarko, bon, c'est pas si mal, mais avec l'abstention, les non-inscrits, etc., ça vous fait une base qui n'est pas si solide que ça. Vous finissez par être élu au deuxième tour avec entre 50 et 54% des voix, record établi par François Mitterrand. Je mets évidemment à côté les seconds tours avec l'extrême droite, qui biaisent les résultats. Mais quand vous êtes dans un affrontement gauche-droite classique, celui qui gagne avec en moyenne 52% des voix. C'est compliqué du coup de faire une politique très à gauche quand vous avez quand même 48% de l'opinion qui n'adhère pas à ce que vous voulez faire. Donc je ne dis pas que derrière l'inertie et la pente logique, mais après vous êtes pris dans un faisceau et de contraintes et la nécessité de faire des compromis.
Ce qui fait que quand vous êtes de gauche, peut-être que vous gouvernez effectivement au centre-gauche, peut-être même un peu plus à droite qu'au centre-gauche, j'en sais rien. Et puis, quand vous êtes de droite, en dépit des coups de menton que vous faites pendant une campagne électorale, ça a été le cas de Sarko en 2007, qui allait franco de port, après, en fait, vous gouvernez au centre-droit. Et donc, à la fin, ça donne le sentiment peut-être de se ressembler, tout ça. Mais le populiste, je reboucle avec la question du populiste, le populiste dit, moi, j'incarne la voix du peuple. J'incarne le peuple. Le peuple un, le peuple unique. Mais le peuple n'est pas un. Le peuple n'est pas uniforme. Le peuple est une forme de mystification. D'abord, le peuple, ce n'est pas une réalité biologique intangible. Quand on dit le peuple français et qu'on pense au peuple français au sens ethnique du terme, nous sommes une réalité ethnique à un instant T, à une seconde particulière. Mais un peuple, c'est des gens qui meurent chaque seconde et des gens qui naissent chaque seconde. Donc c'est une réalité biologique par définition mouvante. Ce n'est pas davantage une réalité sociologique, un peuple. Un peuple, c'est des classes sociales. Alors même si je sais que les sociologues ont un peu renoncé au concept de classe et que désormais il y a un émiettement très grand du social, une société, c'est fait de gens très différents. Très différents. Donc, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui ne peuvent pas nous unir, qu'on ne peut pas avoir des références communes, vivre des moments en commun, comme la pandémie. Partager des émotions, comme par exemple avec une finale de match de foot ou un événement particulier, ou la pandémie encore. Voilà. Mais ce n'est pas une réalité sociologique uniforme, et c'est encore moins une réalité politique démocratique, puisque comme je vous le disais à l'instant, quand on demande au peuple de trancher, il n'est pas d'accord avec lui-même, le peuple, parce qu'en gros, c'est moite-moite. En gros, c'est moite-moite. Donc dire, moi, je porte la voix du peuple, je défends les intérêts du peuple, ça veut par définition rien dire, puisque le peuple se divise quand on lui demande son avis. Mathieu, on va prendre une dernière question. Je suis flatté d'être le dernier interrogateur. J'en profite pour remercier l'orateur pour son éclairage, parce que ça redonne un peu de perspective à des points qu'on connaît, mais qu'on n'analyse peut-être pas aussi finement, bien sûr. Il n'en reste pas moins quand même très inquiétant que ce que vous avez déjà dit, bien sûr. L'extrême droite représente maintenant un pourcentage incroyable dans le pays. Et on a du mal à l'expliquer, parce qu'on dit, oui, le français est râleur, le français, il est auto-flagellant en permanence, etc. Tout ça, c'est vrai que ça a déjà été relevé par, et vous l'avez fait également. Et il n'en reste pas moins qu'on a du mal à expliquer cette évolution et cette place disproportionnée des extrêmes, dont on sait qu'ils n'ont pas la réponse à nos problèmes, et puis qu'il y a des côtés farfelus. Le trumpisme, on sait ce que c'est une escroquerie, enfin tout ça. Mais derrière, il y a quand même des choses qui... parce qu'avec Trump, on s'est dit, mais comment se fait-il qu'un farfelu comme ça garde une telle assise populaire? Et après, quand on lit un peu plus de choses sur les États-Unis et les conflits raciaux, etc., et on se finit par comprendre peut-être un peu mieux quand même aussi les positions de certains qui sont certes tranchés et extrémistes. Et en France, on doit aussi essayer d'analyser pourquoi on en est arrivé là. Est-ce qu'il n'y a pas eu des propos un peu trop démagogiques, non suivis d'actions? Je donne un exemple, vous avez cité Chirac sur certains aspects. Quand à Johannesburg, il dit notre maison brûle et nous regardons ailleurs, il lance un cri d'alarme qui n'a été suivi pas, je pense, pas de grosses actions sur le plan de l'environnement. Donc il a déçu. Après, on peut prendre d'autres exemples, mais celui-là est quand même assez flagrant. Autre exemple qu'on peut prendre face à l'islamisme maintenant, on voit des choses dans le pays qui sont quand même incroyables. On croit avoir eu une loi qui sécurisait ou qui interdisait le voile et tout. On se balade en ville, on ne voit bientôt plus que ça. Enfin, moi, je ne sais pas si je suis un populiste aussi, mais je suis un rat des campagnes. Et j'ai de plus en plus mal à venir en ville parce que, ou dans un magasin, ça me choque énormément. Donc, je comprends très bien qu'il y ait des gens qui disent on n'est plus dans la France qu'on a connue, on n'est plus chez nous. Alors, je pense qu'il ne faut peut-être pas négliger tout ça, parce qu'autrement, on passe à côté. On ne comprend pas pourquoi Trump a des scores incroyables, pourquoi Zemmour a des scores incroyables. Donc, il va falloir peut-être qu'on pousse encore un petit peu plus loin et qu'on réponde réellement à certaines questions angoissantes. Voilà, je ne prétends pas résoudre les problèmes. Je relance l'action là-dessus. Merci en tout cas.
Oui. Non, mais je la fais courte. Alors, encore une fois, hein, le populisme a toujours existé, et le populisme existe ailleurs qu'en France. Donc, il n'y a pas de spécificité française. Et je dirais même qu'un certain nombre de grandes démocraties libérales ont déjà fait leur expérience populiste, alors que nous, pour l'instant, on arrive à peu près à s'en prémunir. Vous parlez de l'islam à la fin. Je crains que nous n'ayons effectivement un sujet avec ça, avec l'islam et avec l'immigration. Parce qu'en fait, quand on regarde les enquêtes d'opinion, ce qui nous distingue, encore une fois, c'est ça. C'est le rapport à l'immigration. Je vous parlais tout à l'heure du fait que chez nous, le rejet était de 10 points supérieur à ce qu'il est ailleurs. On amalgame plein de choses. Avec un système de représentation qui, là encore une fois, ne colle pas totalement à la réalité. Je prends un exemple, mais la crise des migrants, alors, nous, il y a l'affaire du terrorisme, il y a les attentats, il y a le Bataclan, il y a tout ça. Il est évident que ça a, pour partie, meurtri l'opinion et bousculé l'opinion. Mais la tendance dont je vous parle, elle est en fait antérieure aux grands attentats. Donc on pourrait se dire, nous c'est logique, d'ailleurs c'est un argument qu'on m'oppose souvent en disant oui mais nous, le rapport à l'islam, il est forcément biaisé, on a eu les grands attentats. Le rapport à l'islam et le rapport à l'immigration, il se crispe, il se durcit depuis une période plus longue que cela. Et je dirais même qu'encore une fois, dans l'écart entre la réalité et la représentation qu'on en a, sur la question des migrants, qui est venue sur la table au cœur de l'actualité au milieu des années 2010. Sur cette question des migrants, encore une fois, il y a un hiatus, un écart très grand entre la façon dont, par exemple, l'Allemagne, avec une chancelière de droite, conservatrice, dont l'Allemagne a géré l'affaire et dont nous avons géré l'affaire, avec chez nous un président de gauche. À l'époque, encore une fois, en 2015, Merkel dit « j'accueille 1 million de migrants ». Chez nous, ça paraît délirant. On se dit, les Français sont plus que dans la rue, dans la minute. Merkel, elle prend 1 million de migrants. Il n'y a pas le feu en Allemagne. Et non seulement il n'y a pas le feu. Alors, ok, situation économique, sociale, démographique différente, si vous voulez. Enfin, moi, je veux bien qu'on nuance, mais enfin, en attendant, elle s'empaille 1 million de migrants. Il n'y a pas de problème et ça ne fait pas bondir l'AfD dans son pays. Je ne dis pas que l'AfD n'est pas haute. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de corrélation immédiate. Nous, on en a pris 25 000. Nous, on en a pris 25 000. J'ai presque honte, vous voyez. Enfin, j'ai presque honte parce que, compte tenu de mes valeurs personnelles à moi, effectivement, je ne suis pas à l'aise avec ce contraste-là entre l'Allemagne de droite et la France de gauche. Donc, on en prend 25 000. En plus, on fait semblant, on ne le dit pas. Voilà, pour le coup, ça fait référence à ce que vous disiez. On escamote un peu la réalité, c'est-à-dire on n'assume pas de dire les choses. Là. Donc, chez nous, l'immigration, on a quand même sacrément verrouillé. Et pourtant, aujourd'hui, on a un rejet très fort, et un rejet qui aboutit donc, parce que c'est en fait là qu'est le marqueur, c'est sur l'immigration qu'est le marqueur, que l'extrême droite soit à 35. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, chez nous, la droite, sur cette question migratoire, est alignée sur les positions de l'extrême droite. Droite et extrême droite, c'est kiff-kiff en la matière. Et ce qui est très intéressant, c'est que de l'autre côté de l'échiquier politique, nous avons, sur la question migratoire, une gauche qui est en France, contrairement à ce qu'on pourrait croire, une France qui est plus ouverte que ne le sont toutes les gauches européennes. Quand vous demandez aux gens qui se situent à gauche quel est leur rapport à l'immigration, est-ce qu'il y en a trop, pas assez, est-ce qu'on s'ouvre, etc., ils sont plus ouverts que tous les sympathisants de gauche dans les autres pays. Donc chez nous, la question migratoire est en fait ultra clivante, beaucoup plus qu'ailleurs. Beaucoup plus qu'ailleurs. Les gens de droite sont un peu plus modérés ailleurs, et les gens de gauche sont un peu plus modérés ailleurs dans leur rapport à l'immigration, là où chez nous, encore une fois, on est beaucoup plus aux extrêmes. Et donc du coup, ça aboutit quand même à ce que l'extrême droite soit à 35%, et avec en particulier cette obsession identitaire chez Éric Zemmour, qui aboutit, ça c'est très intéressant, et je termine là-dessus, dans les enquêtes d'opinion c'est très intéressant, la France de Zemmour, je vous ai dit qu'elle focalisait sur la question migratoire, sur la question identitaire, ce qui fait que Éric Zemmour peut raconter n'importe quoi sur Pétain, peut raconter n'importe quoi sur les femmes. Les sympathisants de Zemmour n'adhèrent pas du tout à ce qu'il raconte sur Pétain. Heureusement, il n'y a pas 15% de pétainistes, révisionnistes, etc. dans ce pays aujourd'hui. Donc, mais ils se contrefoutent de ce que raconte Zemmour sur Pétain, ils se contrefoutent de ce que raconte Zemmour sur les femmes, qui peut par ailleurs les choquer. Mais comme Zemmour donne le sentiment d'être celui qui va régler la question migratoire, et ce faisant déverrouiller notre espèce d'obsession identitaire, on lui fait confiance. Voilà. Là, il y a un truc très, très spécifique, très singulier, très étrange. Merci Mathieu pour toutes ces réponses.
Ben, merci beaucoup. Si vous avez envie d'aller plus loin sur le sujet, il y a ce livre, 2022, La flambée populiste. Mathieu sera là aussi pour vous le dédicacer si vous le souhaitez. Et si c'est J'y dévoile le nom du vainqueur de l'élection présidentielle. Voilà, donc moi, je évidemment, le peux sais. pas. Voilà. Et sinon, on peut se retrouver aussi sur d'autres rendez-vous à penser avec cette co-organisation Malraux Scène Nationale et le Festival de rencontres Livre en Marche. La prochaine, c'est le 17 mars avec le juge Renaud von Ruymbeck. Mémoire d'un juge trop indépendant. Alors, c'est les affaires Elf, Clearstream, je vais pas y arriver, Kerviel, Cahuzac, etc. Ça, c'est le 17 mars. Le 6 avril, avec un Jean-François Julliard. Ah, vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais c'est le directeur de Greenpeace en France. Voilà. Et en mai, avec Chloé Morin, pour son livre « On a les politiques qu'on mérite ». Donc, on vous attend nombreux pour les prochaines séances des rendez-vous à penser. Merci à tous.